Ma grand-mère m'a légué sa bague de fiançailles, 250 000 €. Mon frère me l'a volée et vendue 5 000 € à un prêteur sur gage. Il ignorait que le patron était l'ami de mamie. 2 heures après, la police frappait à sa porte en plein dîner d'anniversaire. Mon frère a mis en gage mon héritage de 250 000 € pour 5 000 francs. Il a utilisé cet argent pour acheter du steak de bœuf de Kobe et du champagne hors de prix pour son dîner d'anniversaire 5 étoiles. Il ignorait que j'étais assise à 3 tables de là, en train de le regarder trinquer avec sa femme. Il ignorait également que 2 agents de police venaient de franchir les portes du restaurant pour l'emmener menotter. Je m'appelle Cléopâtre, et j'ai 29 ans. L'objet que mon frère, Jason, a volé dans ma chambre était la bague de fiançailles vintage en diamant immaculé de 4 carats de notre regrettée grand-mère. Il pensait pouvoir mettre la main sur mon avenir pour financer son week-end. Il a fait un calcul fatal. Il a porté la bague chez un échange de bijouterie appartenant au plus vieil ami de ma grand-mère. Le propriétaire n'a pas mis la bague dans une vitrine. Il a verrouillé sa porte d'entrée et a appelé mon téléphone portable. Ce fut le moment où Jason décida que mon héritage lui appartenait. Je suis directrice marketing et je paie mon propre loyer depuis l'âge de 18 ans. Jason a 32 ans, c'est l'archétype de l'enfant gâté qui lance une nouvelle société de conseil tous les 2 ans, pour ensuite se faire renflouer par nos parents quand il épuise son capital. Il s'attend à ce que le monde lui offre un prix juste pour s'être réveillé. Mamie Rose était la seule personne à voir clair dans son jeu. Elle était vive, pragmatique et immunisée contre son sentiment de droit. Lorsque l'avocat lut la partie principale de son testament, divisant sa succession financière équitablement, Jason se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, affichant un sourire suffisant. Il pensait avoir assuré son prochain renflouement. Puis l'avocat s'éclaircit la gorge et lut l'addendum final. La bague de fiançailles, pièce maîtresse de notre histoire familiale, était léguée exclusivement à moi. Jason laissa tomber son stylo. Il frappa le parquet avec un claquement sec. Il se leva, sa chaise raclant bruyamment le bois. Il fixa l'avocat, puis tourna son regard froid vers moi. Son visage s'empourpra d'indignation. Ce n'est pas juste, claqua-t-il. Sa voix résonna contre les diplômes encadrés sur le mur. Cléopâtre est célibataire. Elle travaille tout le temps. Qu'est-ce qu'elle va faire d'un diamant de 4 carats? Le cacher dans un tiroir? Brittany a besoin de cette bague. Elle peut réellement la porter dans les cercles où nous évoluons pour projeter le succès. Je restai parfaitement immobile, gardant ma voix basse et égale. Ce n'est pas négociable, Jason. Mamie me l'a laissé. Il se pencha par-dessus la table, envahissant mon espace. Ses yeux se fixèrent sur les miens, et je vis un calcul froid remplacer sa colère. Tu n'en as pas besoin, dit-il, son ton baissant en un murmure aigu. Moi, j'en ai besoin. Je refuse de la donner. Je quittai ce bureau pensant que les documents légaux avaient réglé le différend. Je ne réalisais pas que son silence pendant les semaines suivantes n'était pas une reddition. C'était une stratégie préméditée. 2 semaines s'écoulèrent après la lecture du testament. 2 semaines de silence total de la part de Jason. J'aurais dû reconnaître le calme pour ce qu'il était, une retraite tactique. En famille, Jason ne se rendait jamais. Il se regroupait seulement. Mes parents finançaient son style de vie luxueux sous prétexte de soutenir son esprit d'entreprise. Quand son application de fitness échoua, ils payèrent le loyer de son loft en centre-ville. Quand son agence de marketing boutique s'effondra, ils lui achetèrent une voiture flambant neuve pour maintenir les apparences. Pendant ce temps, j'ai gravi les échelons dans une véritable entreprise. J'ai gagné mon titre de directrice en travaillant 60 heures par semaine et en analysant les tendances du marché jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Je savais lire les schémas comportementaux, mais grandir dans une dynamique toxique vous aveugle à la menace qui se tient juste devant vous. Un mardi soir, mon téléphone vibra. C'était un texto de Jason. Il m'a demandé s'il pouvait passer à mon appartement le lendemain matin. Il a dit vouloir s'excuser pour son explosion au bureau de l'avocat. Il a aussi demandé d'emprunter ma machine à expresso haut de gamme, car lui et Brittany organisaient un brunch pour des investisseurs potentiels. C'était la couverture parfaite. Ses excuses désarmèrent mes défenses, et sa demande d'un service banal laissait entendre une interaction fraternelle normale. J'ai accepté contre mon meilleur jugement. Je lui ai dit de passer à 9 heures. Jason arriva à l'heure exacte.
Il portait un costume ajusté et impeccable et tenait 2 tasses de café artisanal. Il me tendit un latte glacé et offrit un sourire gêné. C'était exactement le même sourire qui trompait toujours nos parents. Il entra dans mon appartement et commença immédiatement à arpenter le salon. Il complimenta mon goût en matière de mobilier. Il s'enquit de mes campagnes marketing actuelles. Il joua le rôle du frère aîné encourageant avec une précision glaçante. J'entrai dans la cuisine pour débrancher la machine à expresso. Jason s'appuya contre le comptoir en granit, me regardant enrouler le cordon noir épais. Il soupira lourdement, baissant les yeux sur ses chaussures coûteuses. « Je suis vraiment désolé pour mon comportement, Cléopâtre, dit-il. » Sa voix était douce et maîtrisée. Le testament m'a juste pris par surprise. Brittany et moi avons été sous beaucoup de pression financière dernièrement. Tu connais la situation. Je ne connaissais pas la situation. Je ne comptais pas sur les autres pour financer ma vie ou maintenir une illusion de richesse. Mais je hochai la tête quand même. Je lui tendis la machine. Je pensais que la tension entre nous se dissolvait enfin. Puis il vérifia sa montre. Il demanda à utiliser ma salle de bain avant de partir. Mon appartement a un agencement urbain standard. La salle de bain des invités est dans le couloir principal. La salle de bain principale est directement attenante à ma chambre. Je lui fis un geste vers le couloir. Il marcha dans le couloir. Je lui tournai le dos pour laver les tasses à café vides dans l'évier. L'eau coulait assez fort pour masquer le bruit de ses pas. Jason n'alla pas dans la salle de bain du couloir. Il entra directement dans ma chambre. Il fut parti moins de 4 minutes. J'entendis la chasse d'eau. L'eau continua de couler dans l'évier. Il en ressortit, les yeux fixés sur son téléphone, ajustant sa cravate en soie. Il me remercia pour la machine, la prit et sortit par la porte d'entrée. Le verrou claqua. Je ressentis un étrange sentiment de soulagement, pensant que nous passions au-delà du drame de l'héritage. J'avais tellement tort. Le lendemain matin, je me réveillai tôt pour me préparer pour une présentation trimestrielle. J'entrai dans ma chambre et ouvris la porte de mon placard. Ma boîte à bijoux était sur l'étagère du haut. C'était un coffre lourd en bois doublé de velours bleu foncé. Je gardais la petite clé en laiton cachée dans un livre évidé sur ma table de nuit. Quelque chose me poussa à la vérifier. Appelons cela de l'intuition. Appelons cela une suspicion persistante à cause de la façon dont Jason avait arpenté mon salon, observant mon espace. Je récupérai la clé. Je déverrouillai le coffre en bois. Le couvercle s'ouvrit avec un léger craquement. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. L'emplacement pour la bague en velours était vide. Le diamant vintage de 4 carats avait disparu. Je me figeai. Mon esprit s'emballa, essayant de rationaliser ce que mes yeux voyaient. L'avais-je déplacé? L'avais-je sorti pour regarder la gravure personnalisée et laissée sur la commode? Je tombai à genoux et fouillai mes tiroirs. Je sortis des pulls pliés et des écharpes. Je retirai les draps de mon lit. Je vérifiai sous le matelas. La bague était introuvable. La réalisation me frappa comme un coup physique, Jason, la pause pipi, les 4 minutes d'eau courante. Il avait orchestré toute la visite juste pour franchir ma porte d'entrée. Il avait utilisé une fausse excuse pour me voler mon avenir. Je saisis mon téléphone, mes mains tremblaient tellement que je le laissai tomber sur le parquet. Je le ramassai et composai son numéro. Il répondit à la 2e sonnerie. « Bonjour, Cléopâtre, dit-il. » Son ton était léger et joyeux. « Le brunch a été un succès, au fait. La machine à expresso a fait des merveilles. »« As-tu pris la bague de Mamie Rose ?» demandai-je. Ma voix craqua. Je n'avais pas pris la peine des politesses. Je voulais une réponse directe. La ligne devint silencieuse pendant 3 secondes. Puis il rit, un son court et dédaigneux qui me souleva l'estomac. « Excuse-moi, dit-il. De quoi parles-tu? Tu l'as prise, dis-je, serrant le téléphone plus fort. Tu as utilisé ma salle de bain hier et tu es allé dans ma chambre. La bague a disparu, Jason, rapporte-la tout de suite ou j'appelle la police. Jason ne paniqua pas. Il n'éleva pas la voix. Il adopta exactement la tactique qu'il avait utilisée toute notre vie quand il était acculé, il dévia et sapait ma réalité. Waouh,
Cléopâtre, dit-il en soupirant dans le combiné. Tu as égaré quelque chose et ta première réaction est d'accuser ton propre frère de vol? Tu as toujours été paranoïaque. As-tu regardé ton appartement dernièrement? Tu as des vêtements partout. Tu l'as probablement fait tomber derrière ta commode. Je suis venu m'excuser et faire la paix. C'est exactement pour ça que personne dans la famille ne veut avoir affaire à toi. Tu inventes des drames pour te victimiser. Débrouille-toi toi-même. La ligne devint morte. Il raccrocha. Je fixai l'écran noir de mon téléphone. L'audace pure de son mensonge me paralysa un instant. Mais je savais ce que je savais. Il comptait sur mon doute personnel. Je composai le numéro de mes parents. Ma mère répondit. « Maman, Jason a volé la bague, dis-je. » Les mots s'échappèrent de ma bouche. Il est venu hier sous de faux prétextes et a pris la bague de mamie dans ma chambre. Cléopâtre, ralentis, dit ma mère. Sa voix portait ce ton apaisant familier qu'elle réservait à la gestion de mes émotions au lieu d'aborder les faits. Qu'est-ce que tu veux dire par vol? Jason ne ferait jamais quelque chose comme ça. J'ai vérifié la boîte, maman. Elle est vide. Il était la seule personne à être entrée dans mon appartement. J'entendis mon père demander en arrière-plan ce qui se passait. Ta mère n'a pas le temps ou l'envie de jouer au chat et à la souris dans ton appartement. Tu es stressé par le travail. Tu as perdu la bague. Ne gâche pas la semaine d'anniversaire de ton frère avec ses accusations folles. Il n'avait même pas enquêté. Il ne l'avait pas appelé pour lui demander. Ils ont pris sa parole plutôt que ma réalité sans la moindre seconde d'hésitation. Il protégeait le garçon d'or, comme toujours. Si tu l'accuses à nouveau sans preuve, nous aurons un sérieux problème, prévint mon père. Nous sommes une famille. Agis comme tel. Il raccrocha. Le tonalité résonna dans mon oreille. Je restai seul dans ma chambre, entouré de tiroirs sortis et de vêtements jetés. Je n'avais aucune preuve. Je n'avais aucun soutien. Jason m'avait surpassé en stratégie. Il avait volé une relique de famille de 250 000 €, et il allait s'en tirer parce que mes parents lui fournissaient son bouclier permanent. Je m'assis sur le bord de mon lit. Le silence dans mon appartement était lourd et suffocant. Je pensais avoir tout perdu. Je pensais que Jason avait gagné le prix ultime. Puis l'écran de mon téléphone s'illumina. L'afficheur montrait un numéro local inconnu. J'essuyai mes yeux, m'éclaircis la gorge, et répondis. Je n'avais aucune idée que la voix ferme et rude à l'autre bout de la ligne était sur le point de me donner l'arme ultime pour détruire la vie parfaite de mon frère. Je fixai l'écran lumineux de mon téléphone. Le numéro inconnu clignotait sur le fond sombre. Je m'éclaircis la gorge, essuyant la frustration résiduelle de mon visage. Je glissai l'icône verte et mis le haut-parleur à mon oreille. « Allô » dis-je. Ma voix était rauque et tendue à cause de la dispute avec mon père. « Est-ce Cléopâtre » demanda une voix d'homme âgé et rude. Le ton était vif, tranchant à travers le grésillement de la ligne. « Oui, qui appelle ?»« Je m'appelle Elias Thorne. Je possède Thorne Estate Jeweller, rue Saint-Denis. J'étais un ami cher de votre grand-mère, Rose. » Je cessai de respirer. Le nom éveilla un souvenir. Mamie Rose parlait souvent d'Elias. Ils partageaient une appréciation mutuelle pour l'horlogerie vintage et les pierres aux tailles rares. Il était l'une des rares personnes à qui elle faisait confiance avec sa collection personnelle. « Oui, je me souviens qu'elle vous a mentionné, dis-je. » Mon pouce accéléra. « Pourquoi m'appelez-vous, Elias ?» Un homme correspondant à la description de votre frère aîné, Jason, vient d'entrer dans ma boutique, dit Elias. Sa voix tomba dans une octave basse et furieuse. Il a claqué la bague en diamant de 4 carats personnalisée de Rose sur mon comptoir en verre et a exigé 10 000 francs en espèces. La pièce tourna. Le sol sous mes pieds semblait se dissoudre. L'a-t-il encore, demandai-je. Mes doigts agrippèrent le bord de ma commode pour me stabiliser. Non, répondit Elias, ses mots coupant l'air comme une paire de ciseaux. J'ai expertisé cette bague exacte pour votre grand-mère il y a 10 ans, Cléopâtre. Je connais la gravure personnalisée à l'intérieur de la monture en platine. Je savais qu'elle vous l'avait laissée exclusivement. Je savais que si je le repoussais, il irait dans un échange louche de l'autre côté de la ville, et la pierre serait fondue ou arrachée du sertissage avant minuit.
Alors je lui ai offert 5000 francs. Il a pris l'argent sans une seconde d'hésitation. La bague est enfermée dans mon coffre au sol en ce moment. Que voulez-vous faire à son sujet? Je n'ai pas préparé de sac. Je n'ai pas changé de vêtements. J'ai attrapé mes clés et j'ai sprinté dans le couloir de mon immeuble. J'ai traversé la ville en enfreignant les limites de vitesse, mes jointures devenant blanches contre le volant. L'incrédulité s'était dissipée, ne laissant qu'une clarté froide et calculée. Jason l'avait fait. Mes parents avaient défendu un voleur. Tornestad Jewelers se trouvait sur un coin tranquille du quartier historique. La devanture présentait de lourdes barres de fer sur une épaisse vitre de sécurité. J'ai poussé la lourde porte en bois. Une cloche en laiton a tinté au-dessus de ma tête. La boutique sentait le composé de polissage, le vieux papier et l'argent oxydé. Elias se tenait derrière un comptoir en verre blindé. C'était un homme grand et imposant, avec des cheveux argentés et des yeux sombres perçants. Il portait un gilet impeccable et une loupe de horloger relevée sur son front. Il verrouilla la porte d'entrée dès que j'entrai et retourna le panneau ouvert en fermé. « Tu lui ressembles tellement », dit-il doucement. Il contourna le comptoir et me guida vers le bureau arrière. C'était une petite pièce sans fenêtre, bordée de lourdes armoires de classement en acier et d'un grand coffre au sol boulonné au béton. Elias tourna le cadran du coffre. Les lourds barillets se verrouillèrent en place. Il tira la porte en acier et récupéra un petit plateau en velours noir. Il le plaça soigneusement sur son bureau en acajou. La voilà, la bague de Mamie Rose. La voilà, la bague de Mamie Rose. Le diamant taille brillant capta la lumière crue du plafond, projetant des arcs-en-ciel fracturés sur le bois sombre du bureau. La monture en platine portait les légères éraflures des décennies d'usure. La voir, en sécurité, intacte et réelle, fit monter une soudaine pointe de larmes à mes yeux. Mais je les clignai. Pleurer était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir pour l'instant. Il a échangé 250 000 d'euros contre 5000 francs, murmurai-je, fixant la pierre. Il a échangé votre héritage contre de la menue monnaie, me corrigea Elias. Sa mâchoire se serra. C'est un faux et un criminel. Nous devons appeler le 17 maintenant, Cléopâtre. J'ai toutes les preuves dont ils ont besoin pour le mettre dans une cellule en béton avant le dîner. Montrez-moi ce que vous avez, dis-je, tirant une des chaises d'invité en cuir. Elias tourna son écran d'ordinateur vers moi. Il cliqua sur un dossier intitulé « Dossier de sécurité ». Je l'ai sur 4 caméras haute définition différentes, expliqua Elias. Il tapota l'écran, lançant le premier fichier vidéo. Les images étaient nettes. Jason franchit la porte d'entrée de la boutique en regardant par-dessus son épaule. Il portait exactement le même costume ajusté que celui de ma cuisine. Il s'approcha du comptoir. Je regardai mon frère sortir la bague de sa poche. Pas de boîte, pas de pochette de protection, juste la bague nue mélangée à ses clés de voiture. Il la laissa tomber sur la surface vitrée. Elias avança rapidement jusqu'à la transaction. Je regardai Jason s'appuyer contre la vitrine, un sourire détendu et arrogant se répandant sur son visage. Il n'avait pas l'air d'un homme vendant un héritage cher pour sauver sa vie. Il ressemblait à un homme qui venait de gagner un pari. Elias sortit un document papier d'un dossier manille et le fit glisser sur le bureau. Ceci est le reçu de gage, dit-il. La loi de l'État exige que chaque vendeur signe une déclaration de propriété sous serment avant que la transaction ne soit finalisée. Lisez la section surlignée. Je regardai le papier. Jason avait signé son nom en grosses lettres noires juste en dessous d'un paragraphe indiquant qu'il était le propriétaire unique et légitime de la propriété. C'est une fraude criminelle, déclara Elias en croisant les bras. Combiné au vol qualifié d'un actif de 250 000 euros, il encourt une peine de prison obligatoire sérieuse. Le poste de police est à 3 pâtés de maison. Je vais appeler le capitaine du commissariat. C'est un client régulier. Je fixai la signature sur le reçu de gage. L'écriture de mon frère. La preuve physique de sa trahison. Je pensais à l'appel téléphonique avec mes parents, 1 heure plus tôt. Je me souvenais de la voix sévère de mon père me prévenant de ne pas gâcher la semaine d'anniversaire de Jason avec des accusations folles. Je me souvenais de ma mère apaisant ma colère tout en rejetant ma réalité. Si nous appelons la police maintenant, ils l'arrêteront chez lui, dis-je. Ma voix était stable, mais mon esprit travaillait à la vitesse de l'éclair.
C'est exactement comme ça que fonctionne le système judiciaire, répondit Elias. Vous ne comprenez pas ma famille, Elias, dis-je en levant les yeux du document. Si la police se présente à sa porte, mes parents intercepteront les répercussions. Mon père engagera le meilleur avocat de la ville en 10 minutes. Ma mère paiera sa caution avant que l'encre de sa photo d'enregistrement ne soit sèche. Ils vont faire tourner le récit. Ils vont prétendre que je lui ai donné la bague et que j'ai changé d'avis. Ils diront que je suis une sœur vindicative essayant de ruiner son mariage. Ils enfouiront la vérité dans les délais légaux et les ragots familiaux. Il ne fera jamais face aux conséquences réelles. Elias fronça les sourcils, s'appuyant contre son bureau. Je pris le reçu de gage et étudiai l'encre. Jason a pris cet argent pour financer son dîner d'anniversaire 5 étoiles ce soir. Il se vante de sa réservation au ciel depuis un mois. Il veut un public. Il veut projeter l'image d'un entrepreneur très prospère à sa femme et à ses pairs. Je regardai Elias. Le diamant scintilla sous la lampe de bureau. Je veux qu'il tombe exactement là où mes parents ne peuvent pas le sauver, dis-je. Je veux qu'il soit exposé au milieu de son illusion parfaite. Je veux que la police entre dans ce restaurant et le menotte devant chaque investisseur riche et mondain qu'il a passé des années à essayer d'impressionner. Elias étudia mon visage. Un lent hochement de tête de respect fit basculer son menton. Tu as l'échine de ta grand-mère, Cléopâtre. Rose ne tolérait pas les imbéciles, et elle n'a jamais laissé une trahison impunie. Qu'avez-vous besoin que je fasse? J'ai besoin que vous appeliez votre contact au commissariat, instruisis-je. Dites au capitaine que vous avez un suspect de vol qualifié en flagrant délit vidéo. Dites-lui que le suspect est un risque de fuite qui vient d'entrer en possession d'une grosse somme d'argent volé. Donnez-leur l'adresse exacte du restaurant et l'heure exacte de sa réservation. Dites-leur que la victime sera sur place pour l'identifier et porter plainte. Elias tendit la main vers son téléphone de bureau. Considérez que c'est fait. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer cela seul? Je me levai et lissai le devant de ma chemise. Je ne suis pas seul, dis-je. J'ai les reçus. Je sortis de Thorn et Stade Jewelers dans l'air frais de l'après-midi. La cloche en laiton tinta derrière moi, signalant la fin de ma victimisation et le début d'une reddition de compte. J'avais 5 heures avant la réservation du dîner de Jason au ciel, 5 heures pour me transformer de la sœur paniquée qui mettait son appartement à sac en l'architecte de sa ruine. Je rentrai chez moi en silence. La radio resta éteinte. Mon esprit classait chaque détail de la soirée à venir. Je devais être précise. Je devais être froide. L'émotion avait toujours été l'arme de mes parents contre moi. Ils utilisaient ma colère pour me qualifier de dramatique et mes larmes pour me traiter d'instable. Ce soir, je ne leur donnerai rien à utiliser. J'entrai dans mon appartement et j'ignorais les vêtements éparpillés et les tiroirs sortis que j'avais laissés derrière moi dans ma recherche frénétique. Je marchai droit vers mon placard. Je passai devant les robes colorées et les tissus doux. Je choisis un blazer anthracite ajusté et un pantalon assorti. C'était le tailleur que je portais lors de la négociation de budget marketing de plusieurs millions d'euros. C'était une armure tissée de laine et de soie. Je tirai mes cheveux en un chignon serré et lisse. J'appliquai un minimum de maquillage. Je ne voulais pas avoir l'air d'assister à une célébration. Je voulais avoir l'air d'un auditeur arrivant pour percevoir une dette. J'enfilai des talons noirs pointus. Le clic creux de mes chaussures contre le parquet sonna comme un métronome, comptant les minutes jusqu'à la destruction de Jason. Le trajet jusqu'au restaurant prit 40 minutes à travers le trafic dense du centre-ville. Le ciel occupait le dernier étage d'une tour de verre élégante. C'était le genre d'établissement qui exigeait un dépôt par carte de crédit juste pour garantir une table. Des garçons d'étage en chemise blanche impeccables se précipitèrent pour ouvrir les portières des voitures. Je remis mes clés à un jeune homme et traversai les portes tournantes en verre. Le hall sentait les lys coûteux et la cire pour sol. Je montai dans l'ascenseur et appuyai sur le bouton de l'étage pentouse. Les portes en argent se refermèrent. Mon reflet me renvoya l'image dans les murs miroités. Ma posture était droite. Ma respiration était lente et mesurée. L'ascenseur tinta et s'ouvrit sur un foyer faiblement éclairé. Une hôtesse se tenait derrière un podium en marbre élégant. Elle portait une robe de cocktail noire et tenait une tablette électronique. « Bonsoir », dit-elle, sa voix polie et professionnelle. « Avez-vous une réservation ?» Je m'approchai du podium.
Je rencontre mon frère, dis-je, gardant mon ton égal et commandant. Jason Miller. Il devrait être déjà assis. L'hôtesse tapa sur son écran. Ah oui, monsieur Miller. Une table de 2 célébrant un anniversaire? Je peux vous conduire à leur table. Je secouai la tête et glissai un billet de 20 € plié sur la surface en marbre. Je sais exactement où il est, répondis-je. Je vais les surprendre. Elle jeta un coup d'œil à l'argent, offrit un sourire forcé, et s'écarta. La salle à manger du ciel était un chef-d'œuvre de design moderne. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. Des lustres en cristal projetaient une lumière douce et chaude sur des tables drapées de linge blanc épais. Le bruit ambiant consistait en le cliquetis de l'argenterie et de faibles conversations murmurées. C'était un environnement conçu pour projeter le succès et l'exclusivité, c'était la scène parfaite pour la grande illusion de Jason. Je marchais lentement à travers le labyrinthe de tables. Je balayais la salle jusqu'à ce que je les repère, assis dans une banquette de choix près du centre du restaurant. Jason portait une veste de smoking ajustée. Il était appuyé contre la banquette en cuir moelleux, tenant un verre de cristal de vin rouge foncé. Il riait. Un son fort et retentissant qui portait par-dessus le murmure tranquille des clients environnants. Brittany était assise en face de lui, portant une robe en soie vert émeraude. Elle se pencha en avant, touchant son bras. La lumière des bougies attrapa l'éclat d'un tout nouveau bracelet tennis en diamant fermoir autour de son poignet. Je reconnus le modèle. C'était une sortie récente d'une boutique haut de gamme en bas de la rue. Il coûtait environ 5 000 €, le montant exact que Jason avait accepté d'Elias. Je n'hésitais pas. Je marchais directement vers leur table. Mes talons coupaient un rythme aigu contre le sol en marbre poli. Un serveur se mit sur mon chemin, portant un plateau d'amuse-gueule. Je le contournai sans ralentir. Jason était en plein milieu d'une histoire, gesticulant largement avec sa main libre. Il jouait le rôle de l'entrepreneur fortuné offrant à son épouse adoratrice la vie qu'elle méritait. J'atteignis le bord de leur banquette. Je tirai une chaise en bois lourde et massue juste en face d'eux. Je joignis mes mains sur la nappe blanche. Le rire mourut dans la gorge de Jason. Sa bouche resta ouverte en milieu de phrase. Brittany cligna des yeux, fronçant les sourcils de confusion. « Bonjour, Jason, dis-je. » Ma voix était douce et imperturbable. « Joyeux anniversaire, Brittany. » Jason posa son verre de vin si fort que le liquide gicla sur le bord, tachant le tissu blanc immaculé. Son visage passa au rouge sombre et en colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-il, gardant sa voix basse pour éviter d'attirer l'attention des tables voisines. « C'est un dîner romantique privé, tu n'es pas invité, Cléopâtre. Pars tout de suite avant que j'appelle la sécurité. » Brittany regarda alternativement entre nous. « Jason, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ta sœur est-elle ici ?» J'ignorais sa demande. Je me penchai en avant et posai mon menton sur mes doigts croisés. « Je voulais juste admirer les nouveaux bijoux, dis-je, déplaçant mon regard vers le poignet de Brittany. C'est un magnifique bracelet tennis, Brittany. La taille est exquise. Combien vous a coûté une pièce comme ça ? 5 000 €, à quelques centimes près. Jason devint rigide. La couleur quitta son visage, le laissant ressembler à une statue de cire. Ses yeux se mirent à balayer la pièce, cherchant des indiscrets. « Je ne sais pas de quoi tu parles, bégaya-t-il. » Sa façade arrogante commença à se fissurer. Il tira sur le col de sa chemise de smoking. « Va-t'en d'ici, Cléopâtre. Tu te fais honte. » « Je ne suis pas celui qui devrait avoir honte, Jason, dis-je. » Mon ton baissa en un murmure aigu et clinique. « Tu m'as dit que j'avais perdu la bague de Mamie Rose. Tu m'as dit de me débrouiller moi-même. Tu m'as traité de paranoïaque. Alors j'ai suivi ton conseil. J'ai compris. J'ai compris que tu es entré chez Thorne Estate Jewelers mardi après-midi à 14h15 précise. » Il cessa de respirer. Je regardais la réalisation le frapper. Il savait que j'avais les pièces. Il savait que le puzzle était résolu. Brittany toucha son nouveau bracelet, semblant soudain très mal à l'aise. « Jason, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. De quelle bague parle-t-elle ? As-tu vendu quelque chose ?
Il a regardé Elias Thorne droit dans les yeux et a mis en gage l'héritage de notre grand-mère, continuai-je, sans rompre le contact visuel avec mon frère. Tu n'as même pas eu la décence de la mettre dans une boîte, tu as mélangé une relique d'250 000 € avec tes clés de voiture, puis tu as signé un document légal affirmant que tu étais le seul propriétaire. Jason bondit en avant, agrippant le bord de la table, ses jointures devenant blanches. Cléopâtre, arrête. Sa voix se brisa, perdant toute son autorité précédente. Sortons et parlons de ça. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je vais te donner le bracelet. Nous pouvons le revendre. J'allais rembourser le prêt et remettre la bague dans ta chambre. C'était juste temporaire, je le jure. Je suis ton frère. Je m'assis dans mon fauteuil et vérifiai ma montre. Les aiguilles pointaient exactement 8 heures. Un frère protège sa famille, dis-je, ma voix froide comme la glace. Un voleur les cambriole, et un menteur signe un reçu de gage frauduleux. Il n'y a plus rien à discuter, Jason. La conversation est terminée. Tu as apprécié tes amuse-gueules, mais tu ne seras pas là pour le plat principal. Jason secoua la tête rapidement, la sueur perlant sur son front. Tu ne comprends pas, plaida-t-il. Brittany ne sait rien de tout ça. Si tu fais ça, tu ruines mon mariage. Tu ruines ma vie. Nos parents ne te pardonneront jamais, Cléopâtre. Ils vont te renier. Je regardais l'homme paniqué assis en face de moi. Il essayait toujours d'utiliser mes parents comme bouclier. Il croyait toujours que leur loyauté imméritée pouvait le sauver de ses propres choix. Je ressentis une profonde pitié remplacer ma colère. Je me fiche de ce que pensent nos parents, Jason, dis-je. Je ne me soucie que de la vérité. Et la vérité est sur le point d'entrer par ces portes. Juste à l'heure, les lourdes poignées en laiton de l'entrée du restaurant tournèrent. 2 agents de police en uniforme entrèrent dans la salle à manger. Ils étaient flanqués du directeur du restaurant, qui avait l'air profondément mal à l'aise. Le murmure ambiant de la salle s'estompa en un silence tendu. Le cliquetis de l'argenterie contre la fine porcelaine s'arrêta. Le jazz doux jouant dans les haut-parleurs semblait soudain entièrement déplacé. Les clients fortunés baissèrent leurs verres à vin et tournèrent la tête. Une perturbation non invitée avait pénétré leur sanctuaire exclusif. Jason suivit mon regard. Ses épaules s'affaissèrent, la couleur restante quitta son visage, laissant sa peau d'un gris pâle et maladif. Il regarda les agents naviguer dans le labyrinthe de tables, leurs bottes résistantes martelant le sol en marbre poli, un contraste frappant avec les talons délicats et les mocassins en cuir italien qui les entouraient. Ils marchèrent avec une détermination indéniable directement vers notre banquette. Jason Miller, demanda l'officier principal. Sa voix portait à travers la pièce silencieuse. Jason essaya de se lever, mais ses genoux heurtèrent le bord de la table. Les verres d'eau tintèrent. Oui, officier, répondit-il, tentant de retrouver son ton charismatique habituel. Sa voix tremblait, brisant l'illusion de confiance. Y a-t-il un problème ici? Je suis en plein milieu de mon dîner d'anniversaire. Ma femme et moi célébrons. L'officier ne sourit pas. Il n'offrit pas d'excuse polie pour l'interruption. Veuillez sortir de la banquette, monsieur, ordonna l'officier. Jason regarda autour de la pièce. Des dizaines d'yeux étaient fixés sur lui. Des collègues entrepreneurs, des mondains et des investisseurs potentiels regardaient son humiliation publique se dérouler. Il tira sur les revers de sa veste de smoking, essayant de maintenir une once de dignité. Officier, quoi qu'il en soit, je vous assure que c'est un simple différend familial. Ma sœur est juste confuse au sujet d'un objet égaré. Nous pouvons régler ça en privé. Je ne suis pas confuse, Jason, dis-je, ma voix projetée claire et stable. J'ai déposé un rapport de police il y a 2 heures. Le propriétaire de Thorne Estate Jewelers a fourni au commissariat les séquences de sécurité haute définition et le reçu de gage frauduleux portant votre signature. Le 2e officier décrocha les menottes de sa ceinture de service. Monsieur Miller, tournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos, ordonna-t-il. Vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié et fraude criminelle. Brittany laissa échapper un halètement aigu. Elle porta ses 2 mains sur sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. Jason, que se passe-t-il, cria-t-elle. Pourquoi disent-ils que tu as volé quelque chose? Dis-leur qu'ils se sont trompés de personne. Jason ignora sa femme.
Il me fixa avec une panique non dissimulée. Cléopâtre, s'il te plaît. Il supplia. Sa façade charismatique se brisa en 1 million de morceaux déchiquetés. Ne fais pas ça. Je te rembourserai. Je doublerai l'argent. Dis-leur juste d'arrêter. Tu n'as pas emprunté d'argent, Jason, répondis-je, restant assise. Tu as volé une relique de famille d'250 000 €. Tu as vendu l'héritage de notre grand-mère pour acheter un dîner de steak et un bracelet en diamant. Tu as fait ce choix. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. Les officiers s'approchèrent. Ils attrapèrent Jason par les bras et le firent pivoter. Il offrit une brève résistance par pur choc, mais les officiers étaient fermes. Le clic métallique des menottes résonna bruyamment dans la salle à manger. Le son finalisa sa chute. Ce fut une ponctuation sèche et indéniable sur sa vie d'impunité. Jason baissa la tête. Il ne regarda pas les autres clients tandis que les officiers le faisaient sortir de la table. Il ne regarda pas sa femme sanglotante. Il fut escorté à travers la mer de table en lin blanc et sorti par les lourdes portes en laiton. Le garçon d'or de notre famille partait dans une voiture de police. Brittany resta figée dans la banquette. Les larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage méticuleux. Elle regarda le nouveau bracelet tennis en diamant, scintillant à son poignet. La réalisation de la manière dont il avait été acheté s'abattit sur elle. Elle décrocha le bijou avec des doigts tremblants et le poussa vers moi sur la table. « Je n'en veux pas, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Je ne connaissais pas Cléopâtre. Je te jure que je ne savais pas qu'il avait fait ça. Je te crois, Brittany, dis-je. Je me levai et lissai l'avant de mon blazer anthracite. Mais tu devrais probablement appeler un avocat, parce que l'homme que tu as épousé risque au moins 5 ans de prison ferme. Je me retournai et m'éloignai de la table. Je ne courus pas. Je ne me précipitai pas. Je maintenus une démarche mesurée et confiante à travers toute la salle à manger. Je traversai les portes d'entrée et sortis dans l'air frais de la nuit. Le voiturier amena ma voiture. Je lui donnai un pourboire, me glissai derrière le volant et m'éloignai du ciel. L'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par un sentiment de calme profond. J'avais récupéré mon pouvoir. J'avais arrêté le cycle d'habilitation qui avait défini toute ma vie. Mais je savais que la bataille la plus difficile m'attendait toujours. Je savais que les ondes de choc de l'arrestation de Jason se propageaient déjà vers la maison de mes parents. J'étais à mi-chemin de mon appartement lorsque l'écran de mon téléphone illumina l'habitacle sombre de ma voiture. L'afficheur indiquait le nom de ma mère. Brittany avait appelé. La chambre d'écho familiale était pleinement activée. Je laissai sonner 3 fois avant d'appuyer sur le bouton de réponse de mon volant. Le système Bluetooth se connecta. Cléopâtre, cria ma mère dans les haut-parleurs de la voiture. Sa voix était hystérique, épaisse de larmes frénétiques. Que as-tu fait? Brittany vient de m'appeler en sanglotant. Elle a dit que la police a traîné Jason hors du restaurant menotté. Dis-moi que c'est une erreur, dis-moi que tu n'as pas envoyé la police au dîner d'anniversaire de ton frère. Ce n'est pas une erreur, maman, dis-je, gardant les yeux fixés sur la route devant moi. Jason a volé la bague de fiançailles de mamie Rose dans ma chambre. Il l'a mise en gage pour 5 000 francs. Le bijoutier m'a appelé. J'ai vu les séquences de sécurité. J'ai vu les documents frauduleux. J'ai porté plainte. Tu as porté plainte, répéta-t-elle, sa voix montant plus haut dans l'incrédulité. Comment as-tu pu faire ça à ton propre sang? C'est ton frère. Il était juste dans une situation financière difficile. Tu sais qu'il a du mal à lancer sa nouvelle entreprise. Il n'avait pas de difficulté à acheter du vin cher et des bijoux de luxe, rétorquai-je, serrant le volant. Il a volé mon héritage, maman, une relique de 250 000 €. Il a commis un crime. Ce n'est qu'une bague, Cléopâtre, cria mon père. Sa voix tonitruante résonna, indiquant qu'il était sur une autre ligne. Tu es en train de détruire sa vie pour un bijou. As-tu une idée de ce qu'une condamnation pour crime fera à sa carrière? Il va perdre ses investisseurs. Il va perdre sa réputation. Il a détruit sa propre vie, papa, répondis-je, mon ton baissant à une note aiguë et inflexible. Il a pris une décision calculée d'entrer dans ma maison, de violer mon intimité et de vendre ma propriété. Sa réputation est déjà un mensonge.
Écoute-moi tout de suite, ordonna mon père. Tu vas appeler le capitaine du commissariat. Tu vas leur dire que tu as fait une erreur. Tu vas dire que tu lui as donné la permission d'emprunter la bague, et que tu as simplement oublié. Nous te rembourserons les 5000 francs demain matin. Nous nous en occuperons en interne, comme une famille. Je laissai échapper une respiration lente et mesurée. L'arrogance pure rayonnant au téléphone était stupéfiante. Il me demandait de commettre parjure. Il me demandait de mentir aux autorités pour protéger un voleur juste pour préserver leur image parfaite de leur fils. Je ne vais pas mentir à la police, papa, dis-je. Je ne vais pas abandonner les charges. Si tu n'abandonnes pas ces charges, tu es morte pour nous, menaça mon père. Ces mots étaient chargés d'un venin profond et indubitable. Nous allons te couper les ponts. Tu ne seras pas la bienvenue chez nous. Tu ne feras plus partie de cette famille. Tu seras entièrement seul. Le silence s'étira dans la voiture. Les lampadaires clignotaient au-dessus, projetant des ombres rythmiques sur le tableau de bord. Pendant 29 ans, j'avais craint cette menace exacte. J'avais façonné ma propre personne juste pour gagner une once de leur approbation. J'avais travaillé 2 fois plus dur pour recevoir la moitié de la reconnaissance. Mais assise au volant, écoutant mon père choisir un criminel plutôt que sa propre fille, la peur s'était simplement évanouie. Elle s'était évaporée, laissant derrière elle un noyau solide et incassable de respect de soi. Vous n'avez pas besoin de me couper les ponts, papa, dis-je, ma voix étrangement calme, parce que c'est moi qui commence. La ligne devint silencieuse. Tu savais qu'il me volait, continuai-je. Tu savais qu'il me faisait douter de moi-même. Tu savais qu'il avait vendu mon avenir pour acheter un dîner de steak. Et ta seule préoccupation est sa réputation? Tu ne te soucies pas que j'ai été violé. Tu ne te soucies que du garçon d'or. Vous avez raison sur une chose. Nous réglons ça maintenant, mais c'est à mes conditions. Cléopâtre, sois raisonnable, plaida ma mère. Sa colère s'était soudainement transformée en une panique désespérée et frénétique. Ne dis pas des choses que tu ne pourras pas regretter. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a plus rien à arranger, maman, dis-je, rentrant ma voiture dans le garage de mon immeuble. Je porte plainte avec toutes les charges. Ne me contactez plus. Je terminai l'appel. Je pris mon téléphone et ouvris mes paramètres. Je bloquai le numéro de ma mère. Je bloquai le numéro de mon père. Je bloquai Brittany. Je supprimai leurs coordonnées de mon appareil. Pour la première fois de toute ma vie, le bruit toxique de ma famille était réduit au silence. Je garai ma voiture et coupai le moteur. Je restai assise dans le garage sombre et silencieux et pris une profonde respiration. L'air semblait plus léger. J'avais perdu ma famille biologique, mais j'avais enfin trouvé mon moi véritable. Je savais que la bataille juridique à venir serait éprouvante, mais je savais aussi que j'étais prête. J'avais la vérité, j'avais les preuves, et j'avais la certitude inébranlable d'avoir fait ce qu'il fallait. Le soleil du matin filtrait à travers les lourds stores de ma chambre, projetant des lignes parallèles nettes sur le parquet. J'ouvris les yeux et cherchai mon téléphone sur la table de nuit. L'écran illumina la pièce sombre, affichant 0 nouvelle notification. Pendant une brève seconde, une habitude née de décennies de conditionnement fit se contracter ma poitrine. Je m'attendais à un barrage de paragraphes culpabilisants de ma mère. Je m'attendais à des messages vocaux en colère de mon père exigeant ma conformité immédiate. Mais l'écran resta clair. La frontière numérique que j'avais établie la veille tenait bon. Par pure curiosité, je naviguai vers mes paramètres et ouvris le journal des contacts bloqués. Les données peignaient une image vive de leur désespoir. Mon père avait tenté d'appeler 24 fois entre minuit et 6 heures du matin. Ma mère avait envoyé plus de 40 SMS. Le volume de leur panique vérifiait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils ne s'inquiétaient pas de la moralité de ce que Jason m'avait fait. Ils étaient seulement terrifiés par le scandale public qui engloutissait rapidement leur garçon d'or. Je me levai et marchai vers la cuisine. Je versai de l'eau filtrée dans la machine à expresso haut de gamme que Jason avait utilisée comme cheval de Troie 2 jours plus tôt. Je fis mousser le lait et versai une tasse de café noir fort. L'appartement était profondément silencieux. C'était le genre de silence qui suit une forte tempête. L'air semblait léger et pur. Je m'habillai pour le bureau, choisissant une robe bleu marine ajustée et des talons pointus.
Je suis directrice marketing pour une société de logistique nationale. Mon rôle exige que je projette l'autorité, la précision et le contrôle. Aujourd'hui, j'avais besoin de cette armure professionnelle plus que jamais. Je roulais vers le centre-ville, naviguant dans le trafic matinal, quand un numéro inconnu apparut sur l'affichage de mon tableau de bord. Je tapotais l'écran pour répondre, m'attendant à un fournisseur ou à un client. Une voix professionnelle et vive remplit l'habitacle de ma voiture. « Mademoiselle Cléopâtre Miller » demanda l'homme. « Je suis le substitut du procureur Thomas Reynolds. J'appelle concernant l'affaire de vol qualifié et de fraude contre votre frère, Jason Miller. » « Oui, monsieur Reynolds, dis-je, gardant mes yeux fixés sur les feux arrière devant moi. J'ai déposé le rapport initial hier soir. » Le procureur s'éclaircit la gorge. Le son était net et clinique à travers les haut-parleurs de la voiture. « Je tiens à vous informer que votre frère a passé la nuit dans une cellule de détention au commissariat central. Il comparaîtra devant un juge pour sa mise en accusation formelle à 2 heures de l'après-midi. Les preuves fournies par Elias Thorne sont solides comme le roc. Nous avons les séquences de surveillance haute définition montrant la transaction. Nous avons le reçu de gage portant sa signature. Le reçu de gage fait passer cela d'un simple différend domestique à une accusation de fraude criminelle au niveau de l'État. Mon cœur battait à un rythme régulier contre mes côtes. Qu'est-ce que cela signifie pour sa caution, demandai-je. Le procureur feuilleta de lourds dossiers en papier sur son bureau. Parce qu'il a acquis une somme d'argent liquide de grande valeur par des moyens frauduleux et qu'il possède un passeport valide, le juge le considérera probablement comme un risque de fuite. Nous demandons que la caution soit fixée à 250 000 € pour correspondre à la valeur estimée de la relique volée. Je dois vous demander, au dossier, Madame Miller. Subissez-vous des pressions de la part de membres de votre famille pour retirer votre déclaration? Je serrai le volant en cuir. Je le subis, répondis-je. Mes parents ont menacé de me couper les ponts si je n'abandonne pas les charges. Ils veulent que je mente aux autorités et que je dise que je lui ai donné la permission de prendre la bague. Le procureur laissa échapper un souffle lent. C'est de l'entrave à témoin. S'il continue à vous harceler ou tente de vous intimider pour modifier votre témoignage, nous pouvons déposer une ordonnance restrictive. Ne vous engagez pas avec eux. Nous poursuivrons cette affaire avec toute la rigueur de la loi. Je remerciai le procureur et mis fin à l'appel. Je me garai dans le parking souterrain de mon immeuble de bureau. Je marchai dans l'ascenseur en verre et montai au 15e étage. Le département marketing bourdonnait de l'énergie matinale. Les téléphones de bureau sonnaient dans un chœur synchronisé. Des cadres subalternes transportaient des piles de rapports trimestriels dans les couloirs moquettés. Je saluai mon équipe et me rendis dans mon bureau d'angle. J'avais une réunion de présentation majeure prévue à 10h30. Je devais revoir les données démographiques pour une nouvelle campagne nationale. Pendant 2 heures solides, je me plongeais dans les feuilles de calcul et les profils de consommateurs. Je canalisais ma concentration dans le travail même qui avait toujours soutenu mon indépendance. À 10h15, le téléphone de mon bureau sonna. C'était Sarah, la réceptionniste. « Cléopâtre » dit-elle, sa voix tombant en un murmure nerveux et étouffé. « Il y a 2 femmes dans le hall principal qui exigent de vous voir. Elles disent que c'est une urgence familiale. L'une d'elles pleure et fait une scène devant les coursiers-livreurs. » Un nœud se forma dans mon estomac. Mes parents savaient où je travaillais. Ils savaient que j'avais bloqué leur numéro. Ils avaient contourné mes limites numériques et décidé d'envahir mon sanctuaire professionnel. Ne les laissez pas passer les portes de sécurité, Sarah, instruisis-je, me levant de mon bureau. J'arrive tout de suite. Je lissai le devant de ma robe bleu marine et marchai dans le couloir vers la zone de réception. À travers les doubles portes en verre dépoli, je les vis. Ma mère arpentait la salle d'attente, serrant son sac à main de créateur comme un bouclier. Ses cheveux étaient en désordre, sans son brushing habituel et soigné. Elle portait exactement les mêmes vêtements que la veille. Assise sur le canapé d'invité en cuir se trouvait Brittany. La femme de Jason semblait pâle et épuisée, fixant sans expression le sol en marbre poli. Je traversai les portes en verre. Ma mère tourna brusquement la tête vers moi. Elle se précipita, ses talons claquant frénétiquement contre le sol. Cléopâtre, halta-t-elle, tendant la main pour saisir mon bras. Dieu merci, il faut que tu m'écoutes. Je fis un pas brusque en arrière, maintenant une distance physique entre nous.
Ne me touche pas, maman, dis-je. Ma voix était basse, mais elle portait un tranchant aigu qui fit lever la tête de la réceptionniste de son moniteur. Que faites-vous à mon bureau? Je vous ai dit de ne pas me contacter. Ma mère abaissa ses mains, son visage se tordant en un masque de pure désespérance. Nous n'avions pas le choix, plaida-t-elle, sa voix tremblante. Tu as bloqué nos numéros. Tu nous as exclus. Ton père est au téléphone avec des avocats de la défense depuis minuit. Sais-tu ce que le procureur demande? Ils veulent fixer sa caution à 250 000 €. Nous n'avons pas cet argent liquide sous la main. Ces comptes d'entreprise sont à découvert. Nous allons devoir mettre une hypothèque sur notre maison juste pour le faire sortir d'une cellule de prison. Je regardais la femme qui avait passé toute ma vie à privilégier le confort de mon frère sur mes besoins fondamentaux. Cela semble être un lourd fardeau financier, maman, répondis-je. Peut-être que Jason n'aurait pas dû voler un diamant d'250 000 € s'il ne voulait pas faire face à une caution d'250 000 €. Brittany se leva du canapé en cuir. Elle fit un pas hésitant en avant. Ses yeux étaient rouges et enflés par des heures de pleurs. Cléopâtre, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je sais qu'il t'a fait du tort. Je sais qu'il a menti. Mais il est terrifié. Il m'a appelé du poste de police ce matin. Il hyperventilait. Il n'a jamais été dans un endroit comme ça. Il ne peut pas survivre là-dedans. Appelle juste le procureur. Dis-leur que c'était un malentendu. Nous signerons un contrat légalement contraignant promettant de te rembourser les 5 000 francs. Je tournai mon attention vers Brittany. Tu es une femme intelligente, Brittany, dis-je. Tu as vu le bracelet tennis qu'il t'a acheté. Tu t'es assise à ce restaurant 5 étoiles pendant qu'il buvait du vin cher. Il a financé cette soirée en cambriolant ma chambre. Il ne se souciait pas que je survive à la violation financière et émotionnelle. Il ne se souciait que de projeter une image de succès. Et maintenant, tu veux que je commette un crime en mentant à un procureur juste pour que ton mari n'ait pas à se sentir mal à l'aise dans une cellule de détention? Ma mère s'interposa entre nous, sa désespérance se muant en un ressentiment sombre. Tu es une fille froide et ingrate, siffla-t-elle, son ton dégoulinant de venin. Nous t'avons élevé, nous t'avons pourvu, et c'est comme ça que tu nous remercies? En détruisant la vie de ton frère pour un bijou? Tu te délectes de ça. Tu te délectes de le voir souffrir parce que tu l'as toujours envié. Je laissai échapper un rire aigu et sans joie. L'accusation flotta dans l'air stérile du hall d'entreprise. Jalouse, répétai-je, le mot ayant un goût ridicule sur ma langue. Maman, je suis directrice marketing pour une entreprise nationale. Je paie mes propres factures. Je construis ma propre vie. Jason est un homme de 32 ans qui a besoin que ses parents hypothèquent leur maison pour le tirer d'une accusation de fraude criminelle. Je ne suis pas jalouse. Je suis épuisée. Et j'en ai fini. Je me tournai vers la réceptionniste qui regardait l'échange avec des yeux grands et terrifiés. Sarah, si ces femmes ne quittent pas le hall dans les 30 prochaines secondes, veuillez appeler la sécurité de l'immeuble et leur demander de les escorter hors des lieux, ordonnai-je. Je me retournai vers ma mère. Ne viens jamais à mon lieu de travail, dis-je. Sinon, je déposerai une plainte pour harcèlement et l'ajouterai au problème juridique croissant de Jason. Je leur tournai le dos et traversai les portes en verre dépoli. Le verrou de sécurité lourd claqua derrière moi, coupant leur accès. Je retournai à mon bureau d'angle. Mes mains étaient parfaitement stables. Je pris mes rapports démographiques et me dirigeai vers la salle de conférence. Ma famille s'effondrait, mais ma vraie vie ne faisait que commencer. Je retournai dans la salle de conférence. La lumière du soleil matinal inondait les baies vitrées, illuminant la table en chêne poli. Mon équipe marketing attendait mon signal. Je ne laissais pas l'altercation chaotique du hall déborder dans mon espace professionnel. J'ouvris ma présentation et guidai le conseil d'administration à travers les projections démographiques. Je parlais avec clarté et précision. Mon esprit classait les données sans faille. Lorsque j'eus fini, la pièce explosa en applaudissements approbateurs. Le directeur général me serra la main et approuva la campagne budgétaire d'1 million d'euros sur le champ. Je venais d'obtenir le plus gros contrat de ma carrière. Je regardai ma montre. Il était 13h30. Je dis à mon assistante que je prenais un congé personnel pour le reste de la journée. J'avais un autre type de présentation à assister.
Le palais de justice du centre-ville était une structure imposante composée de calcaire gris et d'épais vitrages par balles. L'environnement semblait lourd et clinique. Je passai les détecteurs de métaux et pris l'ascenseur bondé jusqu'au 4e étage. L'air à l'intérieur du bâtiment sentait le vieux papier, le cirage et la sueur nerveuse. Je vérifiai l'affichage du rôle numérique accroché au mur. L'État contre Jason Miller était assigné à la salle d'audience 4B. Je poussai les lourdes portes doubles en bois. La galerie se composait de 4 rangées de bancs rigides en chêne. Je pris place dans la toute dernière rangée près de la sortie. Je voulais un point de vue clair sur la procédure sans engager d'interaction forcée. Mes parents étaient assis au 2e rang. Ils ressemblaient à des étrangers. Mon père serrait une mallette en cuir battu reposant sur ses genoux. Ses épaules étaient voûtées, portant le poids invisible de sa réputation qui s'effondrait. Ma mère était assise à côté de lui, tenant un mouchoir froissé sur ses genoux. Mon père tourna la tête pour scanner la salle, ses yeux fixés sur moi. Sa mâchoire se contracta visiblement, mais il ne parla pas. Il savait que le garde armé se tenant près du banc du juge l'expulserait s'il causait une perturbation. Il se retourna, faisant face à l'avant. Je restai parfaitement immobile, attendant la réalité qu'ils avaient si désespérément besoin d'affronter. La porte latérale de la salle d'audience s'ouvrit en grand. Une ligne de prévenus entra dans la pièce, guidée par un agent pénitentiaire. Jason était la 3e personne dans la file. La vue de lui envoya une onde de choc silencieuse à travers la galerie. Il portait une combinaison orange vif émise par le comté. Ses poignets étaient sécurisés par de lourdes menottes métalliques attachées à une chaîne enroulée autour de sa taille. Le smoking ajusté et le sourire arrogant avaient disparu. L'acte de l'entrepreneur charismatique était mort. Il paraissait petit. Il paraissait terrifié. Ses yeux se mirent à balayer la pièce jusqu'à ce qu'il trouve nos parents. Il laissa échapper un souffle tremblant, mais son soulagement fut de courte durée. Son regard dériva vers la dernière rangée et me trouva. Il se figea. Je ne rompis pas le contact visuel. Je n'offris aucune sympathie. J'offris seulement la vérité froide et dure de sa réalité actuelle. Le garde annonça l'arrivée du juge. Une femme sévère aux cheveux argentés et au regard perçant prit place sur le banc surélevé. Elle ouvrit le lourd dossier en papier sur son bureau et appela l'affaire. Le substitut du procureur Thomas Reynolds se tenait à la table de l'accusation. Un avocat de la défense privée très coûteux portant un costume italien sur mesure se tenait à côté de Jason. Le juge lut les charges à voix haute. Vol qualifié. Fraude criminelle. Les mots résonnèrent contre les murs lambrissés de bois. L'avocat de la défense parla le premier. Il demanda que son client soit libéré sous sa propre reconnaissance. Il peignit un portrait magistral d'un homme d'affaires incompris. Il cita la société de conseil de Jason, son mariage et ses liens profonds avec la communauté locale. Il qualifia toute la situation de regrettable malentendu domestique concernant un objet de famille égaré. Il assura au juge que son client était un pilier de l'économie locale et ne présentait aucun risque de fuite. Le juge tourna son attention vers l'accusation. Monsieur Reynolds s'avança. Il ne s'appuya pas sur des appels émotionnels, il s'appuya sur des faits indéniables. Il tendit un dossier épais au garde qui le passa au banc. Votre honneur, commença le procureur. Le défendeur n'a pas égaré un objet de famille. Il a volé une bague en diamant vintage estimée à $250 000 dans la résidence de sa sœur. Il a ensuite transporté cet actif volé à un échange de bijouterie et l'a vendu pour 5 000 francs en espèces. Nous avons la vidéo de surveillance haute définition de la transaction. De plus, le défendeur a signé un reçu de gage légalement contraignant déclarant qu'il était le propriétaire unique et légitime de la propriété. Il a utilisé ses fonds frauduleux pour acheter des bijoux de luxe et financer un dîner extravagant. Un homme capable de liquider un actif volé en moins de 3 heures et de mentir sur des documents légaux est la définition même d'un risque de fuite. Le juge examina les images fixes imprimées des séquences de sécurité. Elle inspecta la copie du reçu de gage. Elle baissa les yeux sur Jason, qui fixait ses chaussures orange vif. J'ai entendu assez, déclara le juge, sa voix ferme et intransigeante. La preuve de vol qualifié et de fraude préméditée est substantielle. Le défendeur s'est engagé dans des pratiques financières trompeuses. La caution est fixée à 250 000 €. Un grand halètement échappa aux lèvres de ma mère. Le son résonna dans le tribunal silencieux.
Mon père enfouit son visage dans ses mains. 10% de cette caution signifiait qu'ils avaient besoin de 25 000 francs de liquidité pure juste pour le sortir de sa combinaison orange. Je connaissais leur situation financière. Ils avaient financé les entreprises ratées de Jason pendant des années. Ils n'avaient pas 25 000 euros dans un compte courant. Ils devraient hypothéquer leur maison juste pour le faire sortir d'une cellule de prison. Le juge frappa son marteau contre le bloc sonore. Audience levée. L'agent pénitentiaire dirigea la ligne de prévenus vers la porte latérale. Jason se traîna. Il regarda une dernière fois par-dessus son épaule. Il n'y avait pas d'excuse dans son expression. Il n'y avait qu'une panique brute et non filtrée d'un homme qui réalisait que son parachute doré avait finalement échoué. Je me levai du banc en bois et sortis de la salle d'audience. Je naviguai dans le couloir bondé vers les ascenseurs. J'appuyai sur le bouton de descente et attendis. Cléopâtre, attends. J'appuyai sur le bouton de descente et attendis. Cléopâtre, attends. Je me retournai. Mon père marchait dans le couloir. L'avocat de la défense très coûteux marchait quelques pas derrière lui, observant l'interaction. Ma mère et Brittany suivaient derrière, l'air épuisé et vaincu. Mon père s'arrêta à 2 pas de moi. Tu dois parler à son avocat, exigea-t-il, sa voix un murmure rauque. Tu dois lui dire que tu retires ta plainte. Nous allons à la banque maintenant pour retirer une deuxième hypothèque sur notre maison. Tu nous forces à l'endettement. Je ne vous force pas à faire QOI que c'est soit, papa, répondis-je, mon ton stable et calme. Vous choisissez d'hypothéquer votre maison pour protéger un voleur. C'est votre décision. Cela n'a rien à voir avec moi. L'avocat de la défense s'avança, offrant un sourire poli et pratiqué. Mademoiselle Miller, dit-il d'un ton apaisant. Je comprends que les émotions sont fortes. Les différends familiaux s'intensifient souvent au-delà de leurs limites nécessaires. Nous pouvons vous offrir un règlement civil généreux aujourd'hui. Nous allons restituer les 5 000 francs au bijoutier, récupérer la bague et vous payer 10 000 euros supplémentaires pour votre détresse émotionnelle. Tout ce que vous avez à faire est de signer une déclaration attestant que vous avez donné à Jason la permission verbale d'emprunter l'objet. Je regardai l'avocat droit dans les yeux. Je suis sûr que vous facturez un tarif horaire très élevé, conseiller, dis-je. Mais vous devriez probablement demander à votre client de vous dire la vérité avant de proposer un règlement. J'ai les documents d'expertise originaux. Le bijoutier est un ami de la famille personnelle qui est impatient de témoigner. Le procureur m'a déjà prévenu contre l'entrave à témoin. Si vous ou mes parents me demandez à nouveau de signer une fausse déclaration, je signalerai cette conversation au barreau de l'État. Le sourire poli de l'avocat disparut. Il jeta un coup d'œil à mon père. Il réalisa que la famille de son client lui avait menti sur la solidité de ma position. Il fit un pas en arrière, se retirant dans le silence professionnel. Mon père me lança un regard noir, son visage déformé par un mélange de rage et de perte profonde. La tienne, ricana-t-il. J'appuyai à nouveau sur le bouton de l'ascenseur. Les portes métalliques s'ouvrirent. Je montai dans la voiture vide et me retournai pour leur faire face. Je sais, dis-je. C'est moi qui ai travaillé pour gagner ma vie. Les portes se fermèrent, excluant leur visage choqué. Je descendis dans le hall et sortis sous le soleil éclatant de l'après-midi. Je sortis mon téléphone de mon sac à main pour demander une course vers le bureau. Une alerte d'actualité clignota sur mon écran. Je tapotai la notification. Un blog d'affaires local avait publié un article révélant l'histoire. Le titre disait « Entrepreneur en conseil local arrêté au ciel pour vol qualifié ». L'article détaillait la nature publique de l'arrestation et la gravité des accusations. L'illusion de richesse et de succès de Jason était maintenant diffusée à tous les investisseurs potentiels et clients de la ville. Sa réputation était incinérée. La maison de cartes s'était officiellement effondrée, et le vent qui la faisait tomber ne faisait que commencer à prendre de la vitesse. L'article du blog d'affaires local a agi comme un boulet de démolition numérique. Jeudi matin, le lien avait circulé dans tous les clubs de campagne, les chats de groupe et les chaînes de mets d'entreprises de la ville. Jason n'était plus la star montante de la scène du conseil du centre-ville. Il était une plaisanterie disgraciée portant une combinaison émise par le comté d'Orange. J'étais assise dans mon bureau d'angle en train de consulter une nouvelle pile de rapports démographiques quand le téléphone de mon bureau vibra. Ce n'était pas un fournisseur. C'était tante Béatrice,
la sœur aînée de mon père. Elle ne m'avait pas appelé depuis 3 ans. Je pressai le bouton du haut-parleur. Sa voix remplit la pièce silencieuse. Elle n'offrit pas de salutation polie. Elle livra des faits bruts et non filtrés. Les répercussions s'accéléraient plus vite que prévu. Jason avait un investisseur principal pour sa prochaine aventure. Cet investisseur avait vu l'alerte d'actualité et avait retiré son capital. Il avait également lancé un audit médico-légal de leur compte conjoint précédent. La banque gela les actifs commerciaux restants de Jason en attendant un examen formel. Mais l'information la plus dévastatrice concernait mes parents. Tante Béatrice expliqua que mes parents étaient allés à leur succursale bancaire locale tôt ce matin. Ils avaient l'intention de retirer une deuxième hypothèque sur leur maison de 4 chambres pour obtenir les 25 000 € nécessaires pour un agent de caution. Le responsable du prêt avait rejeté leur demande en 20 minutes. Jason avait secrètement utilisé leur adresse de maison et falsifié la signature de mon père pour obtenir un prêt commercial à taux d'intérêt élevé 6 mois plus tôt. Il était en défaut de paiement sur 3 versements consécutifs. La cote de crédit de mes parents était décimée. Ils étaient financièrement paralysés, incapables de sauver le fils qui les avait secrètement ruinés. Je remerciai tante Béatrice pour l'information et mis fin à l'appel. L'échelle de sa tromperie était stupéfiante. Il n'avait pas seulement cambriolé ma chambre. Il avait volé les personnes même qu'il avait protégées du monde réel pendant 3 décennies. Mon téléphone retentit avec une nouvelle notification par email. L'expéditeur était britannique. L'objet disait simplement « S'il te plaît, rencontre-moi ». Elle suggéra un café calme et indépendant à quelques pâtés de maison de mon immeuble de bureau. J'acceptai. Le café sentait les grains torréfiés et les imperméables humides. La foule de l'après-midi était clairsemée. J'aperçus Brittany assise à une petite table d'angle faisant face à la fenêtre. Elle ne portait pas sa soie de créateur habituelle ou son maquillage lourd. Elle portait un simple pull gris, et ses cheveux étaient tirés en un nœud désordonné. Je tirai une chaise en bois et m'assis en face d'elle. Elle enroula ses 2 mains autour d'une tasse en céramique. Je remarquai sa main gauche nue. La bague de fiançailles de 3 carats et l'alliance en diamant avaient disparu. « Je demande le divorce », dit-elle. Sa voix était plate et creuse, dépourvue de toute émotion théâtrale. Je lui ai rendu visite au centre de détention du comté ce matin. Nous avons parlé à travers une épaisse vitre rayée. Je pensais qu'il s'excuserait. Je pensais qu'il montrerait un soupçon de remords pour m'avoir humilié lors de notre dîner d'anniversaire. Elle prit une longue gorgée de son café noir. Il ne s'est pas excusé, Cléopâtre. Il a passé toute la visite de 15 minutes à te blâmer. Il a dit que tu étais idiote. Que tu l'avais piégé. Puis il m'a demandé d'appeler mes propres parents et de leur demander de mettre leur retraite hypothécaire pour payer sa caution. Il m'a dit que c'était mon devoir en tant que son épouse de réparer son erreur. J'ai réalisé à cet instant précis que j'étais marié à un parasite. J'ai fait mes valises avant le déjeuner. Je loge chez ma sœur jusqu'à l'expiration du bail de notre loft en centre-ville. Brittany fit glisser un morceau de papier à cahier plié sur la table en bois. Il a essayé de me le faire passer pendant la visite, expliqua-t-elle. Le garde l'a intercepté, mais laissez-moi le lire. C'est une liste d'exigences pour vos parents. Il veut qu'ils liquident leur portefeuille d'investissement et vendent la collection de voitures vintage de votre père. Il exige qu'ils dénudent toute leur vie jusqu'au poteau juste pour le faire sortir d'une cellule de détention. Je lus l'écriture frénétique au stylo. L'arrogance rayonnait de chaque trait de stylo aiguisé. Garde la lettre, lui dis-je, la faisant glisser sur la table. Donne-la à ton avocat de divorce. Tu en auras besoin pour prouver son instabilité financière pendant les audiences de règlement. Elle hocha la tête, rangeant le papier dans son sac à main. Elle se leva, offrit un bref hochement de tête de gratitude et quitta le café. Elle s'échappait d'un navire qui coulait. La pluie commença à tomber lorsque je quittai le café. Je rentrai mon manteau contre le froid et fis signe à un taxi. J'avais une dernière affaire à conclure. J'ai indiqué au chauffeur la rue Saint-Denis. Je devais voir Elias Thorne. La cloche au-dessus de la porte de la bijouterie tinta. Elias se tenait derrière le comptoir en verre blindé, polissant une montre de poche en argent. Il leva les yeux et offrit un sourire chaleureux et respectueux. La police a recueilli les dossiers de preuves nécessaires hier après-midi, m'informa-t-il. Le procureur a autorisé la remise de la propriété physique.
Elias récupéra une petite boîte en velours dans son coffre au sol. Il la plaça sur le comptoir en verre et ouvrit le couvercle. La bague de Mamie Rose brillait sous les lumières chaudes du plafond. Elias avait pris la liberté de nettoyer et de polir la monture en platine. Le diamant vintage semblait impeccable. Je la ramassai et la glissai à mon index droit. Elle s'ajustait parfaitement. Le métal froid me rassura. Je remerciai Elias pour son soutien indéfectible. Il hocha la tête, déclarant « Rose aurait été incroyablement fière de ton cran ». Je me retournai et sortis de la boutique. Les lampadaires s'allumèrent, projetant de longues ombres sur le trottoir mouillé. Je marchai vers l'intersection, attendant que le feu de circulation change. Cléopâtre. Je m'arrêtai. Je me retournai. Mes parents se tenaient sur le trottoir à 3 mètres de là. La pluie collait le trench-coat coûteux de mon père à ses épaules. Il paraissait vieilli, vidé par les événements des dernières 48 heures. Ma mère se tenait à côté de lui, grelottante, tenant un parapluie qui les couvrait à peine tous les deux. Il m'attendait. Il savait que je reviendrais pour la bague. Nous n'avons plus rien, dit mon père, sa voix tremblant au-dessus du bruit des voitures qui passaient. La banque a rejeté le prêt. Jason a falsifié ma signature sur un bail commercial il y a 6 mois. Notre crédit est détruit. Les avocats exigent une provision que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous ne pouvons pas le faire sortir. Je restai sous la pluie, regardant les 2 personnes qui m'avaient élevé. Ils n'avaient pas l'air menaçants, mais pathétiques. Je suis au courant de votre situation financière, papa, répondis-je, mon ton stable et non sympathique. Tante Béatrice m'a appelé ce matin. Elle m'a tout dit. Jason vous a ruiné dans votre dos, et pourtant vous êtes toujours sous la pluie en essayant de le sauver. Ma mère s'avança, baissant le parapluie. La pluie froide frappa son visage, se mêlant à ses larmes. S'il te plaît, Cléopâtre, supplia-t-elle, sa voix se brisant. Il va être transféré au pénitencier d'État en attendant son procès. Il ne survivra pas dans cet environnement. Tu as la bague. Tu l'as récupérée. Dis juste au procureur que tu as fait une erreur. Si tu retires les charges, la caution est levée. Il peut rentrer à la maison. Nous pouvons régler ses dettes en famille. Je levai ma main droite. Le diamant taille brillant capta la lumière des lampadaires, scintillant comme un phare dans le temps maussade. Je ne retirerai jamais cette bague, maman, dis-je. Et je n'abandonnerai jamais les charges. Vous avez passé 29 ans à lui apprendre que ses actions n'ont pas de conséquences. Vous lui avez appris qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait, et que vous nettoieriez toujours le désordre. Vous l'avez protégé du monde réel jusqu'à ce qu'il croie être intouchable. Mon père serra les poings à ses côtés. C'est ton frère, cria-t-il, sa voix brute de désespoir. N'as-tu aucune pitié? J'ai beaucoup de pitié, répondis-je, ma voix coupant le bruit de la rue animée. Mais je la réserve aux gens qui la méritent. Jason est entré dans ma chambre et a volé mon héritage. Il m'a regardé dans les yeux et m'a traité de paranoïaque. Il a souri en mettant en gage mon avenir. Je ne détruis pas sa vie, papa. Je le présente simplement à la réalité. Mes parents restèrent figés sur le trottoir. La réalisation les submergea. Leurs menaces avaient échoué. Leur tentative de culpabilisation était inutile. Leur levier financier était parti. Ils avaient sacrifié toute leur retraite, leur crédit et leur dignité pour un fils qui les considérait comme un compte bancaire illimité. Je leur tournai le dos et traversai la rue. Je ne regardais pas derrière moi. Je marchais vers les lumières brillantes du quartier des affaires du centre-ville. Je sentis la pluie froide sur mon visage, mais je ne m'étais jamais senti plus chaleureuse à l'intérieur. La lourde chaîne de ma famille toxique était enfin brisée. J'avais survécu à la tempête. L'enfant d'or était enfermé dans une cellule en béton. Les facilitateurs restaient dans les décombres de leur propre création. Je levai la main et fis signe à un taxi qui passait. J'ouvris la portière, m'assis sur la banquette en cuir chaud et dis au chauffeur de me ramener à la maison. Le lendemain de la confrontation sous la pluie, je me réveillai dans un appartement calme. La forte tempête était passée, laissant le ciel de la ville d'un bleu clair éclatant. Je marchai dans ma cuisine et versai une tasse de café noir corsé. Je regardai ma main droite. La bague vintage en diamant de Mamie Rose capta la lumière du soleil matinal,
dispersant des prismes brillants sur le comptoir en granit. Pour la première fois de ma vie, la relique ne ressemblait pas à un point de discorde. Elle ressemblait à un symbole de clôture absolue. J'avais tracé une ligne permanente dans le sable. Je n'étais plus le bouc émissaire désigné pour les échecs de mon frère. J'étais l'architecte de ma propre paix. La semaine suivante apporta un étrange sentiment de normalité. Je finalisais le budget marketing pour mon nouveau client national. Je mentorais mes cadres subalternes. J'assistais à des déjeuners de réseautage. Ma vie professionnelle prospérait. Mais la machinerie juridique entourant Jason ne faisait que commencer à broyer ses engrenages. Un mardi après-midi, j'étais assise à mon bureau en train de réviser un contrat quand mon téléphone portable vibra. L'afficheur affichait un avertissement automatisé du centre correctionnel du comté, une voix automatisée m'informait qu'un détenu nommé Jason Miller tentait de passer un appel à frais virés. J'avais l'option d'accepter ou de refuser les frais. J'appuyais sur le bouton pour accepter. Je ne l'ai pas fait par sympathie, je l'ai fait parce que je voulais entendre le son de sa déception se briser. Je voulais documenter chaque interaction. Cléopâtre, sa voix crépitait à travers la mauvaise connexion. Il semblait maigre et frénétique, la cadence lisse et arrogante avait entièrement disparu. S'il te plaît, dis-moi que tu écoutes. J'écoute, Jason, dis-je, gardant mon ton neutre. Tu dois appeler le procureur, supplia-t-il. Son souffle s'interrompit comme s'il se retenait de pleurer. Ça fait 8 jours dans ce bloc de béton. La nourriture est immangeable. Le bruit ne s'arrête jamais. Je ne peux pas dormir. Les autres détenus savent que je suis ici pour avoir volé des bijoux. Ils se moquent de moi chaque fois que j'entre dans l'espace commun. Tu as fait passer ton message, Cléopâtre. Tu m'as humilié. Maintenant, s'il te plaît, retire simplement les charges. Laisse-moi rentrer à la maison. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil ergonomique en cuir. Tu n'as pas de maison où rentrer, Jason, déclarai-je calmement. Brittany a demandé le divorce la semaine dernière. Elle a quitté ton loft en centre-ville. Et nos parents ne peuvent pas se permettre de payer ta caution parce que la banque a découvert le bail commercial où tu as falsifié la signature de notre père. Ils font face à de sévères pénalités financières à cause de tes dettes secrètes. Tu as brûlé tous les ponts que tu as jamais traversés. La ligne devint silencieuse pendant un long moment. Je pouvais entendre le bruit de fond du centre de détention, le claquement de lourdes portes métalliques et les ordres criés des agents pénitentiaires résonnaient à travers le combiné. C'est toi qui as fait ça, siffla-t-il soudainement. Le désespoir dans sa voix se mua en une rage sombre et venimeuse. Si tu étais restée silencieuse, rien de tout cela n'arriverait. Si tu m'avais laissé mettre la bague en gage, j'aurais pu sécuriser mon prochain investisseur. J'aurais pu tout rembourser. Tu es tellement obsédé par le fait d'être le martyr indépendant que tu as ruiné toute notre famille. Tu as toujours été jalouse de l'attention qu'il me portait. Je laissai échapper un souffle lent et mesuré. Son incapacité à accepter la responsabilité était une pathologie clinique. Il était enfermé dans une cage de sa propre conception, et il essayait toujours de me tendre la clé de sa culpabilité. Je ne suis pas jalouse d'un homme de 32 ans portant une combinaison orange, Jason, répondis-je. Je ne suis pas celle qui a signé un reçu de gage frauduleux. Je ne suis pas celle qui a volé sa propre sœur. Profite de la nourriture de la prison. N'appelle plus jamais ce numéro. Je raccrochai le téléphone et contactai mon opérateur sans fil pour bloquer tous les appels entrants de la prison du comté. La conversation confirma ma décision. Il n'y avait pas de réhabilitation possible pour un homme qui considérait ses victimes comme des obstacles à son propre succès. 2 mois passèrent. Les feuilles d'automne devinrent brunes et tombèrent des arbres. L'air vif signalait l'approche de la saison des fêtes. Pour la première fois en 29 ans, je n'ai pas reçu d'invitation à la maison de mes parents pour Thanksgiving. Selon tante Béatrice, mes parents n'ont pas organisé de dîner du tout. Ils avaient des problèmes beaucoup plus importants à régler. La banque avait entamé des procédures de saisie formelle sur la maison de 4 chambres de mes parents. La pression financière du prêt commercial falsifié de Jason, combinée aux frais juridiques exorbitants qu'ils avaient payés lors de sa mise en accusation initiale, avait épuisé l'intégralité de leur portefeuille de retraite. Tante Béatrice m'a dit qu'ils avaient organisé une vente aux enchères humiliante un week-end pluvieux. Ils avaient vendu la collection de voitures vintage de mon père, les meubles anciens coûteux de ma mère,
et des décennies de symboles de statut accumulés. Ils avaient emballé ce qui restait dans un camion de déménagement loué et avaient déménagé dans un minuscule appartement de 2 chambres à coucher à la périphérie industrielle de la ville. Leur club de campagne avait révoqué leur adhésion en raison de cotisations impayées. L'exil social qu'ils craignaient plus que tout était désormais leur réalité permanente. Pendant ce temps, le système de justice pénale avançait. Le substitut du procureur Thomas Reynolds m'appela pour me donner une mise à jour critique sur l'affaire. Le coûteux avocat de la défense privée de Jason avait formellement retiré sa représentation. Le chèque de provision que mes parents avaient émis avait rebondi. Jason avait maintenant un défenseur public surchargé qui avait 80 autres affaires actives sur son bureau. Monsieur Reynolds m'expliqua que son bureau avait offert à Jason un accord de plaidoyer généreux. Si Jason plaidait coupable aux accusations de vol qualifié et de fraude criminelle, l'accusation recommanderait une peine réduite à 3 ans dans un établissement à sécurité minimale. C'était une offre pragmatique, conçue pour épargner à l'État le coût d'un procès avec jury complet. Il a rejeté l'accord de plaidoyer, m'informa le procureur. Sa voix portait une trace d'incrédulité professionnelle. Votre frère croit sincèrement qu'il peut convaincre un jury de ses pairs qu'il s'agissait d'un simple malentendu familial. Il pense qu'il peut charmer 12 étrangers pour qu'ils la quittent. Nous passons à une date de procès formel début décembre. Nous aurons besoin que vous témoigniez, Madame Miller. J'y serai, lui assurai-je. Je dégagerai mon emploi du temps. La matinée du procès sembla étrangement anticlimatique. Je ne me sentais pas nerveuse. Je me sentais préparée. Je portais un tailleur anthracite ajusté et suis arrivé au palais de justice 30 minutes en avance. Le ciel était couvert, projetant une lumière grise et sourde à travers les hautes fenêtres des couloirs du palais de justice. Je rencontrai Monsieur Reynolds et Elias Thorne dans une petite salle de préparation des témoins stériles. Elias apporta les registres originaux de sa bijouterie et une copie scellée des séquences de surveillance haute définition. Il avait l'air soigné et composé, entièrement imperturbé par le cadre juridique. Le garde nous appela dans la salle d'audience. La galerie était remplie de journalistes locaux et de spectateurs curieux. L'histoire de l'entrepreneur garçon d'or disgracié volant sa sœur cadre d'entreprise était un ragot de choix pour la ville. Je descendis l'allée centrale et pris place directement derrière la table de l'accusation. Je jetai un coup d'œil vers le fond de la salle. Mes parents étaient assis dans la toute dernière rangée. La transformation physique était choquante. Mon père paraissait 10 ans de plus. Sa posture était affaissée et le trench-coat coûteux qu'il portait était remplacé par une veste grise délavée. Ma mère fixait le sol, ses mains tremblant dans son giron. Ils semblaient brisés, effacés par le poids des choix de leur fils. Ils ne me regardèrent pas. La porte latérale s'ouvrit et Jason fut escorté à la table de la défense. Il ne portait pas de combinaison orange aujourd'hui. Il portait un costume bon marché et mal ajusté fourni par le bureau de l'avocat public. Le tissu pendait lâchement sur son cadre. Il avait perdu du poids pendant ses 3 mois à la prison du comté. Ses cheveux manquaient de leur coiffure coûteuse habituelle. Il s'assit à côté de son avocat assigné et regarda droit devant lui. Le procès commença. Le procureur prononça une déclaration liminaire dévastatrice. Il ne s'appuya pas sur des tours théâtraux. Il exposa une chronologie précise de cupidité et de trahison. Il décrivit comment un frère avait exploité une fausse excuse pour entrer chez sa sœur, voler une relique d'250 000 € et la vendre pour une fraction de sa valeur afin d'acheter un dîner de steak. L'avocat de la défense de Jason se leva pour offrir sa réfutation. Il fit de son mieux avec une main difficile. Il peignit le tableau d'une famille unie encline à des emprunts informels. Il suggéra que Jason avait simplement pris la bague pour obtenir un prêt temporaire, avec l'intention de la récupérer et de la restituer avant que quiconque ne s'en aperçoive. Il affirma que toute la situation était un malentendu malheureux amplifié par une rivalité fraternelle vindicative. L'accusation appela Elias Thorne comme premier témoin. Elias monta à la barre avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait bâti une réputation professionnelle impeccable au cours de 40 ans. Il raconta la conversation exacte qu'il avait eue avec Jason. Il décrivit Jason claquant la bague sur le comptoir en verre, exigeant 10 000 francs et acceptant avec enthousiasme 5. Le procureur projeta les séquences de sécurité pour le jury. La vidéo haute définition montrait Jason souriant, un rictus détendu et arrogant se répandant sur son visage alors qu'il comptait l'argent volé. Le jury regarda l'écran en silence de mort.
Le procureur présenta ensuite le reçu de gage. Il demanda à Elias de lire la section surlignée. Elias ajusta ses lunettes et lut la déclaration sous serment où Jason prétendait être le propriétaire unique et légitime de la propriété. L'avocat de la défense refusa d'interroger Elias. Il n'y avait pas d'attaque contre la crédibilité d'un homme avec des preuves physiques solides. Ensuite, le procureur appela mon nom. Je me levai, lissai mon blazer anthracite et marchai jusqu'au banc des témoins. Je plaçai ma main droite sur la Bible et jurai de dire la vérité. Je m'assis et regardai directement la boîte du jury. 12 étrangers tenaient le destin de mon frère entre leurs mains. Monsieur Reynolds me guida à travers les événements de cette semaine. J'expliquai la lecture du testament. Je détaillai la réaction furieuse de Jason lorsqu'il apprit que Mamie Rose lui avait légué la bague exclusivement. Je racontai sa fausse excuse et sa demande d'utiliser ma machine à expresso. Je décrivis la découverte de la boîte en velours vide et l'appel que je lui avais lancé pour exiger des réponses. Madame Miller, demanda le procureur, se tenant près de la boîte du jury, quand vous avez appelé votre frère pour lui demander la bague disparue, a-t-il prétendu qu'il l'empruntait pour un prêt temporaire? Non, répondis-je, ma voix projetée clairement à travers le tribunal silencieux. Il s'est moqué de moi. Il m'a dit que j'étais paranoïaque. Il m'a dit que je l'avais probablement perdu dans mon appartement en désordre et que je devais me débrouiller seul. Il a nié l'avoir prise entièrement. Le procureur hocha la tête et retourna à sa table. Il avait effectivement détruit la théorie de la défense. Un homme qui a l'intention d'emprunter un objet ne nie pas l'avoir pris et ne traite pas le propriétaire de fou. L'avocat de la défense s'approcha du podium pour le contre-interrogatoire. Il avait l'air épuisé. Mademoiselle Miller, commença-t-il, son ton doux mais interrogateur. Vous et votre frère avez une relation tendue, n'est-ce pas? Vous avez admis que vous étiez mécontente de la façon dont vos parents finançaient ces entreprises alors que vous travailliez dur dans les rangs de l'entreprise. Nous avons une éthique de travail très différente, oui, répondis-je. Est-il possible, continua l'avocat de la défense, que votre ressentiment ait obscurci votre jugement? Est-il possible que vous utilisiez le système de justice pénale pour punir votre frère pour une vie de favoritisme perçu? N'êtes-vous simplement qu'une sœur jalouse en quête de vengeance? Je regardai l'avocat de la défense. Puis je regardai Jason assis à la table. Ses yeux me suppliaient, espérant que j'allais vaciller, espérant que je montrerais une fissure d'instabilité émotionnelle. Je ne lui donnai pas cette satisfaction. Je suis directrice marketing pour une société nationale, déclarai-je, ma voix résonnant contre les murs lambrissés de bois. Je paie mon propre prêt. Je construis ma propre vie. Je ne suis pas jalouse d'un homme qui doit cambrioler ma chambre pour s'offrir son dîner d'anniversaire. Je ne suis pas à la recherche de vengeance. Je recherche la responsabilité. Il a volé ma propriété, il a commis une fraude. Je suis ici parce qu'il a enfreint la loi. Un murmure silencieux parcourut la galerie. Le juge frappa son marteau pour exiger le calme. L'avocat de la défense referma son bloc-notes et retourna à sa place. Il n'avait plus rien. La vérité était un mur inamovible, et Jason avait conduit toute sa vie droit dedans. L'accusation a conclu son affaire. La défense n'a appelé aucun témoin. Jason a refusé de témoigner en sa propre faveur, réalisant que son charme ne fonctionnerait pas sur un jury fixant un reçu de gage frauduleux signé. Le juge renvoya le jury pour délibération. La salle d'audience se vida, ne laissant qu'un silence lourd et attentif. Le chapitre final de l'illusion de Jason était sur le point d'être écrit. La délibération du jury dura moins de 2 heures. Dans le système judiciaire américain, un verdict rapide défavorise rarement la défense. Je me suis assise sur le banc rigide en bois de la galerie, regardant la trotteuse balayer la grande horloge analogique sur le mur. La salle d'audience était étouffante et tendue. Mes parents étaient assis 3 rangs derrière moi. Je pouvais entendre la respiration saccadée de mon père et le léger bruissement des mouchoirs froissés de ma mère. Ils se préparaient à la conséquence inévitable qu'ils avaient passé 3 décennies à essayer d'éviter. Les lourdes portes en bois s'ouvrirent, et le garde nous demanda à tous de nous lever. Les 12 jurés rentrèrent dans leur boîte. Leurs visages étaient sombres et résolus. Aucun d'eux ne regarda Jason. C'était le signe universel d'un verdict de culpabilité. Le juge demanda aux porte-paroles s'ils avaient atteint une décision unanime. La porte-parole, une femme d'âge moyen dans un blazer gris net,
se leva et remit un morceau de papier plié au garde, qui le passa au juge, qui le lut en silence avant de le rendre au greffier. Le greffier s'éclaircit la gorge et s'adressa à la salle silencieuse. Sur l'accusation de vol qualifié, nous trouvons le défendeur coupable. Sur l'accusation de fraude criminelle, nous trouvons le défendeur coupable. Les mots frappèrent l'air comme un marteau. Jason s'effondra en arrière dans sa chaise en bois. Sa poitrine se souleva tandis qu'il luttait pour aspirer l'oxygène dans ses poumons. L'avocat public posa une main sur son épaule, mais Jason se dégagea, fixant sans expression la table en acajou poli. Le juge révoqua immédiatement sa caution, citant sa prochaine sentence et le risque indéniable de fuite. 2 agents du tribunal s'approchèrent de la table de la défense. Ils tirèrent Jason sur ses pieds et lui attachèrent les poignets derrière le dos. Le clic sec des menottes en acier résonna bruyamment dans la salle. Il ne regarda pas nos parents. Il ne me regarda pas. Il fixa le sol alors qu'il le faisait sortir par la porte latérale et vers les cellules de détention. L'audience de détermination de la peine formelle eut lieu 3 semaines plus tard. L'air de la ville était devenu glacial, signalant l'arrivée du grand hiver. Je retournai dans la même salle d'audience vêtu d'un lourd manteau de laine. Jason se tenait devant le juge, vêtu de son uniforme orange vif. Son avocat plaida pour la clémence, citant son absence d'antécédents criminels et son statut antérieur d'homme d'affaires local. Il demanda la probation et la restitution. Mais le procureur avait préparé un rapport d'enquête préliminaire dévastateur. La preuve inattendue arriva lorsque le procureur s'adressa à la cour. « Votre honneur », commença le procureur. La défense prétend qu'il s'agit d'un incident isolé alimenté par une brève perte de jugement. Cependant, notre enquête financière sur le passé du défendeur a révélé un schéma clair de comportement prédateur. Le procureur soumit des preuves matérielles concernant le prêt commercial que Jason avait obtenu en falsifiant la signature de notre père. Bien que mes parents aient refusé de porter plainte pour cette contrefaçon spécifique, le juge était légalement autorisé à tenir compte des actes non accusés lors de la détermination du caractère du défendeur et de la gravité de la peine. Le juge regarda Jason avec un mépris non dissimulé. « Vous n'avez pas seulement volé une relique d'1/4 million d'euros à votre sœur, déclara le juge, sa voix résonnant d'autorité. Vous avez anéanti la sécurité financière des parents même qui ont essayé de vous protéger. Vous manquez de tout remords fondamental. Vous êtes un prédateur financier qui utilise sa propre famille comme un compte bancaire personnel. Je vous condamne à un minimum de 7 ans dans le pénitencier d'État sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. 7 ans de réalité dure. » Jason enfouit son visage dans ses mains menottées. L'illusion était définitivement brisée. Je sortis de la salle d'audience ressentant un sentiment d'achèvement écrasant. Le lourd fardeau que j'avais porté pendant 29 ans avait disparu. Je sortis dans le grand hall en marbre du palais de justice. Mes parents attendaient près des ascenseurs. Ils ressemblaient à des coquilles vides des personnes arrogantes qui dictaient autrefois ma vie. Mon père s'appuyait lourdement sur une canne en bois. Le stress avait accéléré son vieillissement d'une décennie. Ma mère s'avança, les yeux rouges et enflés. « Cléopâtre », murmura-t-elle, sa voix fragile et tremblante. « Attends s'il te plaît. Nous avons perdu notre fils. Nous avons perdu notre maison. Nous vivons dans un minuscule appartement à la périphérie de la ville. Tu es la seule famille qui nous reste. Pouvons-nous simplement nous asseoir et prendre une tasse de café ? Pouvons-nous essayer de retrouver un chemin l'un vers l'autre ? » Je m'arrêtai et regardai les 2 étrangers debout devant moi. Je me souvenais de la nuit où j'ai découvert que la bague votre fils est exactement là où il doit être. Vous avez perdu votre illusion. Et vous avez perdu votre fille au moment où vous m'avez dit de mentir à la police pour sauver un voleur. Mon père frappa l'extrémité en caoutchouc de sa canne contre le sol en marbre. Nous avons fait une erreur, roqua-t-il, sa voix se brisant sous le poids de son regret. Nous avons soutenu le mauvais enfant. Nous le voyons maintenant. Tu es une femme d'affaires prospère. Tu es forte. Nous avons besoin de toi. Je secouai la tête. Vous n'avez pas besoin de moi, papa, dis-je. Vous avez besoin d'un fonds de retraite. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous tirer d'affaire de la pauvreté dans laquelle Jason vous a laissé. Mais je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas le filet de sécurité que vous déployez après l'échec de votre investissement principal. Je leur tournai le dos et appuyai sur le bouton de l'ascenseur. Les portes en acier inoxydable s'ouvrirent.
Je montais dans la voiture vide et me retournais. Mes parents se tenaient au milieu du vaste hall, paraissant petits et entièrement vaincus. Je n'offris pas de mots d'adieu polis. Je laissai les portes se fermer, rompant notre connexion pour la dernière fois. 6 mois se sont écoulés depuis que les lourdes portes en fer du pénitencier d'État se sont refermées derrière mon frère. Ma vie s'est transformée en quelque chose de beau et de profondément paisible. J'ai été récemment promue vice-présidente principale du marketing dans mon entreprise. J'ai quitté mon appartement standard et j'ai acheté une magnifique maison de ville historique avec un jardin. J'ai gardé mon cercle restreint, m'entourant d'amis et de mentors qui valorisent l'honnêteté et le respect mutuel. Je porte toujours la bague en diamant de platine de Mamie Rose à ma main droite. Chaque fois que je regarde la pierre taillée vintage, je ne vois pas le traumatisme de mon passé. Je vois un reflet aveuglant de ma propre résilience. Brittany a finalisé son divorce et a déménagé sur la côte ouest pour commencer une nouvelle carrière dans le design d'intérieur. Nous échangeons de brefs emails pendant les fêtes. Elle guérit et trouve sa propre force loin de la gravité toxique de ma famille. Mes parents n'ont plus jamais donné de nouvelles. Ils vivent dans une obscurité tranquille, gérant les conséquences dévastatrices de leur dévotion aveugle. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils paient le prix quotidien. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes actuellement empêtré dans une dynamique familiale toxique, je veux que vous m'écoutiez très attentivement. La société nous conditionne à croire que le sang exige une loyauté infinie. On nous dit de pardonner et d'oublier, de maintenir la paix, et de sacrifier notre propre bien-être pour protéger les égos fragiles des personnes qui partagent notre ADN. C'est un mensonge dangereux. Le sang n'autorise personne à abuser de votre confiance, à voler vos ressources ou à manipuler votre réalité. Vous avez le droit de vous retirer. Vous avez le droit de rassembler vos preuves, de maintenir votre position et de laisser les choses tomber là où elles doivent tomber. Tenir un membre toxique pour responsable n'est pas un acte de vengeance. C'est un profond acte de respect de soi. Vous ne devez pas votre présence à des personnes qui ne vous valorisent que lorsque vous êtes pratique ou utile. Ne vous mettez pas le feu pour réchauffer vos agresseurs. Laissez-les faire l'expérience du froid de la réalité de leurs propres actions. La leçon profonde tissée tout au long du voyage de Cléopâtre est que partager un lien de sang avec quelqu'un ne vous oblige pas à financer ses illusions, à absorber ses trahisons ou à le protéger des conséquences dévastatrices de ses propres choix calculés. En fait, pendant des décennies, la société nous a conditionnés à croire que la famille exige un pardon infini et que maintenir la paix est toujours plus précieux que de protéger nos propres limites personnelles. Mais comme cette histoire l'illustre brillamment, le fait de permettre à un parent toxique ne garantit que votre propre destruction éventuelle. Ce qui signifie que lorsqu'un frère ou une sœur choisit de voler une relique de famille inestimable pour financer son style de vie superficiel, et lorsque les parents exigent que leur fille commette un parjure et sacrifie ses droits légaux juste pour protéger l'ego fragile d'un enfant d'or, ils prouvent que leur définition de loyauté n'est rien de plus qu'une exigence de soumission aveugle et absolue, ce qui mène à la réalisation ultime que le vrai respect de soi exige parfois que vous vous éloignez des personnes même qui étaient censées vous protéger, leur permettant de faire face à la dure et inflexible réalité du système judiciaire et au décombre de leur propre ruine financière. Parce que vous n'êtes jamais obligé de vous mettre le feu pour réchauffer vos agresseurs. Ni ne devez-vous votre succès durement gagné à une famille qui ne vous valorise que comme un filet de sécurité pratique lorsque leur enfant préféré tombe inévitablement de sa grâce, prouvant que la responsabilité n'est pas un acte de vengeance vindicative, mais plutôt une forteresse nécessaire qui protège votre paix d'esprit, votre avenir durement gagné et votre dignité inébranlable.